Bienvenue dans cette vidéo de la maison du cinéma asiatique. Avec ses vêtements noirs et ses shurikens, le ninja s'est imposé comme une figure incontournable de la culture populaire. Ses itérations prennent des formes parfois surprenantes. Tortue mangeuse de pizza vivant dans le métro de New York, ennemi de Samina Seri et Frédéric Diffenthal dans le Taxi 2 de Luc Besson, occidentaux hystériques basés à Hong Kong et visant la domination mondiale lors de combats en costumes colorés. Bref, le ninja est devenu un grand n'importe quoi. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Durant les années 1960, au Japon, le ninja fut une figure tragique, inscrite dans un contexte historique précis, qui ne prêtait pas à la gaudriole. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'âge d'or du cinéma consacré à cette figure mythique. Tenter de retracer la réalité historique du ninja n'est pas chose aisée, tant la culture populaire a influencé la perception des shinobi et tend à obscurcir la réalité historique. Encore aujourd'hui, les débats font rage entre les sceptiques et les convaincus. On se contentera donc ici de faire une présentation très générale avec un usage intensif du conditionnel. On trouve les premières traces écrites sur les ninjas dans des textes du XIVe siècle dans le cadre des différentes guerres qui opposaient les multiples centres de pouvoir japonais de la période. Le recours à des mercenaires et la nécessité de collecter des informations sur les clans ennemis auraient engendré l'existence de spécialistes du domaine, les ninjas, parfois également appelés shinobi. En plus de la collecte d'informations, ces mercenaires auraient également été commissionnés pour d'autres tâches, comme l'agitation ou les assassinats ciblés. C'est surtout durant la période dite du Sengoku, une époque de guerre civile ayant abouti à l'unification du Japon et qui s'étendit de 1467 à 1615, que l'on aurait trouvé la plus grande activité ninja. Ceux-ci auraient été pour l'essentiel originaires de deux provinces, Iga et Koga. Ce serait en partie à cause de cette expertise qu'Oda Nobunaga aurait attaqué et ravagé les dites provinces en 1581. Parmi les ninjas les plus célèbres de la période, on trouve Hattori Hanzo, fidèle serviteur de Ieyasu Tokugawa. Les ninjas auraient participé aux batailles les plus emblématiques de la période, comme celle de Sekigahara en 1600, puis d'Osaka en 1615, qui consacrèrent la famille Tokugawa comme la nouvelle et dernière dynastie de shogun qu'a connue le Japon. La victoire des Tokugawa mit fin à la période Sengoku et permit au Japon de connaître une longue période de paix qui semblerait avoir mis un terme définitif à l'activité guerrière des ninjas. Mais c'est la culture populaire qui prit ensuite le relais, conférant une aura quasi mythique aux shinobi. Dès le XVIIe siècle, on trouve ainsi des textes glorifiant les exploits des ninjas qui possédaient des pouvoirs résolument surnaturels. Les shinobi se firent naturellement un chemin vers d'autres formes artistiques, comme le théâtre kabuki, et devinrent des personnages appréciés du grand public. Leur image se formalisa dans l'inconscient populaire comme ces mystérieux guerriers vêtus de noir et pourvus de capacités magiques. Il est donc logique que, dès les débuts du cinématographe au Japon, le ninja eut rapidement les honneurs du grand écran. Ainsi, en 1912, fut produit Jiraiya Goketsu Tanbanashi, ou Legend of the Hero Jiraiya, consacré au personnage de Jiraiya, un ninja capable d'invoquer à son aide un crapaud géant. Ses exploits furent popularisés durant le XIXe siècle via de multiples nouvelles. D'autres personnages de shinobi issus du folklore littéraire apparurent au cinéma, comme Sarutobi Sasuke. Très populaires auprès du public, ces films de ninja furent produits régulièrement durant la période Taisho. On en dénombre ainsi au moins plus d'une quarantaine sur une période d'un peu plus de 10 ans, de 1912 au milieu des années 1920. Obéissant déjà à des cycles de production, la popularité du ninja finit par décliner pour connaître un regain d'enthousiasme dans les années 1930 sous une forme animée. Hélas, catastrophes naturelles et conséquences de la Seconde Guerre mondiale condamnèrent à la disparition l'essentiel de ces films. Comme c'était le cas au siècle précédent, cette figure du ninja au cinéma était éminemment fantastique.
pouvoirs magiques et techniques martiales exagérées dominaient le monde du film de ninja. Il faudra attendre plusieurs décennies pour que la culture populaire tente une autre approche. Les années 1960 représentent la fin de l'âge d'or du cinéma japonais. La concurrence de la télévision allait mettre un terme à la domination des studios traditionnels. Mais ceux-ci ne se rendirent pas sans combattre et ils sortirent de nombreuses œuvres de qualité durant cette période difficile. Et c'est durant cette décennie que le ninja redevint une figure extrêmement populaire dans l'archipel nippon. Le déclic ont le droit à la Daiei en produisant en 1962 Shinobi no Mono. Réalisé par Satsuo Yamamoto, le film est une adaptation de nouvelles écrites par Tomoyoshi Murayama et publiée dans un journal communiste. Situé durant le règne d'Oda Nobunaga, Shinobi no Mono suit le parcours de Goemon Ishikawa, un jeune homme élevé dans un clan de ninjas et qui se voit confier la tâche d'éliminer le seigneur de guerre. Le film de Satsuo Yamamoto établit les bases du ninja sérieux, c'est-à-dire se rapprochant davantage de ce qui semble être la réalité historique et extrayant la grande majorité des oripeaux fantastiques. Shinobi no Mono est donc situé durant une période historique précise, le Sengoku, durant le règne d'Oda Nobunaga, et les ninjas sont montrés comme des mercenaires originaires d'Iga. Les personnages ne sont pas des guerriers surpuissants, mais des agents entraînés, usant d'accessoires ingénieux, mais éminemment vulnérables. Le caractère tragique du ninja est largement mis en avant dès le début du métrage. Le très populaire Raizo Ishikawa y interprète Goemon Ishikawa, un personnage historique de petit voleur qui devint via la culture populaire un symbole de la lutte contre l'autorité. Ici, il s'agit d'un jeune homme idéaliste qui va réaliser la cruauté des luttes de pouvoir qui agitent le pays en général et son petit monde en particulier, illustrant la vacuité du code du ninja. Ces deux caractéristiques majeures, des personnages aussi ingénieux que vulnérables, et animés par un sens du sacrifice utilisé par des forces politiques supérieures, serviront de base à la plupart des films consacrés aux ninjas durant les années 1960. La série elle-même continua jusqu'en 1970 à travers 8 épisodes supplémentaires, mais dont seules les 2 premières suites se raccrochent directement au premier film. Le succès de la série des Shinobi no Mono rendit le ninja à nouveau populaire et d'autres studios ne tardèrent pas à suivre dans la foulée. La Toei produisit ainsi en 1963 Seventeen Ninja. Le film de Yasuto Hasegawa suit l'orientation donnée par la série de la Daiei d'un ninja relativement réaliste et authentique figure tragique. Comme le titre l'indique, on suit 17 ninjas dans leur mission, l'assassinat du petit frère du futur shogun qui entend voler le titre à son aîné par la force. Moins ambitieux que la série fondatrice, le concurrent de la Toei a le mérite d'une intrigue plus resserrée et allant ainsi à l'essentiel, sans se perdre dans les multiples circonvolutions des Shinobi no Mono. C'est à nouveau la thématique de l'honneur et du sacrifice qui domine. Même s'ils savent que leur mission est vouée à l'échec, les ninjas du film vont jusqu'au bout de leur tâche. Faisant preuve d'une incroyable ingéniosité, leur abnégation et les souffrances auxquelles ils seront confrontés ne peuvent que forcer l'admiration. De par sa configuration, le film de Yasuto Hasegawa est également un véritable petit catalogue des méthodes de ninja et des manières de les contrer. Une suite sera produite par la Toei 3 ans plus tard par Motohiro Tori avec des caractéristiques similaires, où un groupe de ninjas d'Iga doit détruire une armurerie afin d'empêcher une révolte. La Toei produisit également en 1964 Ninja Hunt, réalisé par Tetsuya Yamoshi. Situé au début du règne de Ieyasu Tokugawa, le clan Gamo, anciennement affilié à la famille Toyotomi, voit son existence dépendante de la réception d'un document par le nouveau shogun. Ce dernier voit une opportunité de se débarrasser de cette famille gênante et charge ses ninjas de voler le document. Le clan fait lui appel à 4 ronins pour contrecarrer les actions des shinobi. Contrairement à la concurrence, la Toei semble avoir préféré des intrigues relativement simples pour ses métrages autour des ninjas. The Ninja Hunt va donc lui aussi droit au but, opposant rapidement ninja contre ronin.
L'intérêt du film tient donc surtout aux personnages et aux affrontements entre les deux camps. Chacun des deux leaders est sans pitié, aussi bien envers ses adversaires que ses propres hommes. Et les diverses ruses utilisées captent toujours l'attention. Quelques réalisateurs prestigieux touchèrent également au sujet au début de leur carrière. Ce fut le cas de Kiichi Okamoto, connu pour son Sabre du Mal, qui réalisa Warring Clans en 1963. Ici, un ancien ninja pourchassé par son clan d'origine se lie d'amitié avec plusieurs vagabonds et se retrouve à devoir passer en contrebande une cargaison d'armes à feu. L'approche à la fois cynique et teintée d'humour propre à Okamoto sied bien au genre du film de ninja, même si fondamentalement, le réalisateur ne s'en sert qu'en tant qu'antagoniste un peu exotique et n'explore pas vraiment la figure du shinobi. Évidemment, le code du sacrifice censé les animer est totalement tourné en dérision. À la place, le metteur en scène se concentre sur une galerie de personnages aussi rusés que désabusés, typique de son cinéma. À défaut d'être une œuvre fondamentale dans l'exploration de la psychologie des ninjas, Warring Clans est une des mieux rythmées et les plus amusantes. Ce fut également le cas de Masahiro Shinoda avec La Guerre des Espions. Situé un peu après la bataille de Sekigahara, les espions au service des Tokugawa et des Toyotomi s'opposent avant la confrontation finale entre les deux familles. Sarutobi Sasuke est un agent du clan Sanada qui aspire à la paix, mais se retrouve malgré lui plongé dans les machinations des deux clans. Shinoda décide d'exploiter à fond le contexte de l'époque, aussi bien pour multiplier les machinations politiques que pour décrire la vie quotidienne des habitants d'Edo. Ironiquement pourtant, alors qu'il inscrit son métrage dans un environnement historique solide, il se permet davantage de liberté sur les capacités des ninjas, celles-ci frôlant parfois le fantastique. Mélangeant classicisme formel et idées iconoclastes issues de la nouvelle vague japonaise, La Guerre des Espions est un des films de ninja les plus difficiles à suivre de la décennie des années 1960, mais qui a de multiples richesses à offrir pour qui fait l'effort de s'y plonger. Mais le chef-d'œuvre de cette période est très probablement le Castle of Owls que Eiichi Kudo réalisa en 1963. Ici, l'action a lieu durant le règne de Hideyoshi Toyotomi. Juzo, un ninja de Iga, est engagé pour éliminer le seigneur de guerre avant qu'il n'envahisse la Corée. Un des rares films de ninja de la période à avoir été tourné en couleur, l'œuvre d'Eiichi Kudo synthétise le meilleur de ce que la vague ninja de la période a pu proposer. Visuellement inspiré, le long métrage conserve l'idée des luttes de pouvoir dépassant les agissements des personnages et la nécessité du ninja de sacrifier émotions et même sa vie dans l'aboutissement de sa mission. Le film est enrichi grâce à la rivalité entre Juzo et Gohei, un ancien ninja passé à l'ennemi. Mais contrairement à des films comme les 17 Ninjas, les deux hommes s'apprécient, ce qui rend leur affrontement plus intéressant émotionnellement parlant. Pour ne rien gâcher, Castle of Owls dispose aussi de certaines des séquences d'action typées ninja parmi les plus dynamiques qui aient été filmées. S'il n'y a qu'un seul film de ninja de cette période à voir, c'est Castle of Owls. Cette mode du ninja finira par être remarquée par des étrangers. Ainsi, quand l'incontournable agent 007 vint au Japon pour le 4e épisode de ses aventures cinématographiques, des ninjas furent incorporés au récit. Leur présence dans On ne vit que deux fois marqua les esprits et aida à leur popularisation subséquente à travers le monde. Ce qui marque durant cette période d'un peu plus de 5 ans durant laquelle le film de ninja fut très populaire au Japon, c'est la grande qualité des œuvres ainsi produites. Malgré une santé financière déclinante, les studios avaient encore avec eux des cinéastes, scénaristes, techniciens de qualité et étaient en mesure de produire des œuvres à la fois distrayantes et aux thématiques intéressantes. Si la série originale des Shinobi no Mono est capitale dans la réinvention de ces ninjas plus réalistes et dramatiques, son scénario trop alambiqué et son caractère épisodique l'empêchent de pouvoir être considéré comme le sommet du genre. C'est dans l'exploitation qu'on trouve parmi les tout meilleurs films consacrés aux ninjas en tant que figure tragique.
Cet aspect a ainsi été brillamment mis en valeur dans la série concurrente des 17 Ninjas. Un des intérêts de l'univers des films de ninja tient au parallèle politique que l'on peut en tirer. Durant cette période, les ninjas sont assimilés au petit peuple, exploité par un système conçu à leur encontre. Ils sont un contrepoint au retour d'une vision partiellement idéalisée des samouraïs et des valeurs du Bushido, aussi bien que les Yakuza et leur code d'honneur tendance Ninkyo. Par conséquent, beaucoup d'auteurs ayant œuvré dans le genre étaient d'extrême gauche. Ce fut le cas du mangaka Sanpei Shirato ou de l'écrivain Tomoyoshi Muroyama, l'auteur des Shinobi no Mono. Les circonvolutions scénaristiques de l'œuvre ne peuvent se comprendre qu'avec une connaissance minimale de l'histoire du Sengoku, mais aussi de celle des mouvements d'extrême gauche japonais et des luttes internes qu'ils se livrèrent durant la Seconde Guerre mondiale, puis dans les années 1950 et 1960. Beaucoup d'activistes de gauche ressortirent désabusés de ces luttes de clochers et de l'incapacité de ces mouvements à agir sur la politique globale du pays. En cela, les films de ninja sont emblématiques de leur époque de production. Ils remplacèrent également dans l'imaginaire collectif l'idée des ninjas comme des pratiquants de magie. Cette approche plus réaliste avait déjà été avancée à travers livres et mangas, mais ce fut le cinéma qui la popularisa à grande échelle. Sans cette vague cinématographique, il est peu probable que le ninja ait pu s'exporter à l'international comme il le fit par la suite. L'impact de ces films fut donc fondamental pour la pop culture au sens large et pour le soft power japonais. Alors si vous aimez la figure du ninja, n'hésitez pas à vous plonger dans ces films qui ont façonné son image publique.